Avant la possibilité d'enregistrer la voix humaine, les descriptions qu'on retrouve dans la littérature, les livres d'enseignement, les partitions utilisées, ou encore les tableaux et dessins qui représentent leurs idéaux ou leurs actions, constituent les traces matérielles dont nous disposons aujourd'hui pour essayer de comprendre leur manière de faire. À partir de ce matériel, nous avons cherché à comprendre comment ces chanteurs étaient formés, mais aussi quel était l'idéal d'émission de son qu'ils employaient, leur technique de respiration, manière de prononcer les textes ou les principes adoptés dans l'action sur scène. Nous avons divisé notre communiqué en 3 parties, chacune d'une dizaine de minutes. Vous verrez, la dernière est très courte. Dans la première partie, nous expliquerons notre démarche de recherche et traiterons des problématiques particulières, parce qu'elles sont très particulières, de l'écrit sur des pratiques. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la notion même de bel canto. Comment la notion de bel canto est apparue, quels sont les principes du bel canto. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons les pratiques de transmission. Enfin, nous poserons la question à la source même de notre recherche: en quoi ces anciens écrits nous sont-ils utiles comme praticiens aujourd'hui? Toute recherche part d'un questionnement, d'un besoin de remettre en cause nos habitudes, d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Comme enseignante du chant, d'abord à Lausanne, après ici même à Genève, ce besoin concernait directement mon travail. Nous nous posions la question, qu'enseignons-nous à nos élèves? D'où viennent ces contenus d'enseignement? Il y aurait d'autres manières de faire ou d'enseigner. Nous avons à l'époque consulté beaucoup de livres écrits par des spécialistes, des chanteurs surtout, mais ces ouvrages ne répondaient pas aux questions que nous nous posions. Donc, des questions, on peut dire d'ordre épistémologique, si vous préférez, sur l'origine des savoirs. Nous avons osé, je dis bien le mot osé, parce qu'à l'époque, c'était surtout des spécialistes musicologues qui s'intéressaient à ce genre d'écrits, d'aborder les anciens écrits. Nous avions la chance d'avoir ici, même dans ce bâtiment, au sous-sol, une réserve de la bibliothèque extraordinaire avec 2000 ouvrages, la plupart d'entre eux étaient hors catalogue, dédiés à l'enseignement. Nous avons, parmi ces 2000 ouvrages, donc nous sommes restés 2 mois à peu près pour fêter un par un, nous avons sélectionné 200 ouvrages qui concernaient directement l'art vocal. Vu le volume considérable de travail, nous étions obligés, même si nous n'avions pas l'habitude, d'adopter une méthode. Nous ne savions pas vraiment que nous faisions de la recherche à ce moment-là. Celle qui nous a semblé la plus utile consistait à collectionner des définitions sur des procédés vocaux, comme la messa di voce usufile, le coup de glotte, le portamento, et aussi des techniques, des traditions concernant la respiration, la prononciation, ou encore le geste ou la posture des chanteurs. Nous avons ordonné ces définitions en rapport à une chronologie, et nous avons soigneusement bloqué à côté la référence du livre que nous utilisons. Nous avons ainsi créé des dossiers contenant des listes de définitions. Cette démarche nous a permis de faire, document à l'appui, les premières déductions. Les savoirs ou contenus d'enseignement n'étaient pas des notions stables, comme le pensait, mais se transformaient au long des générations des chanteurs. Nous avions aussi, parce que nous étions extrêmement curieuses de voir de quoi il s'agissait, donc noté la place que ces contenus occupaient dans les traités et méthodes. Et avons découvert que l'ordre de présentation n'était pas toujours le même. Certains savoirs, après avoir figuré dans les premières pages de l'ouvrage, pouvaient émigrer au milieu d'un livre avant de disparaître, ou au contraire, d'apparaître sous une autre forme comme de nouveaux savoirs. Nous remarquions également qu'il y avait des courants, des modes, qui faisaient que ces mouvements à l'intérieur du texte étaient adoptés par la quasi-totalité des auteurs appartenant à une même période ou à une région géographique. Cela signifiait qu'il y avait eu des facteurs extérieurs aux pratiques individuelles qui favorisaient certaines croyances ou institutionnalisaient des normes et principes. Après avoir
fait ce travail de base, nous avons consulté des catalogues d'autres bibliothèques en Europe, donc à Lisbonne, Madrid, Barcelone, Milan et Paris, et avons cherché à connaître leur choix. Cette démarche nous a permis d'identifier certains livres qui avaient été considérés au point de vue institutionnel comme dignes d'intérêt et qui avaient certainement influencé les pratiques de leurs contemporains. Il s'agissait des ouvrages que je pense que vous connaissez tous, donc l'ouvrage de Tosi Mancini, La méthode du conservatoire de Paris de 1803, ou encore Manuel Garcia Fils, Marchesi, Lamberti et plus tard Lili Lema. Un même texte peut être compris de manière très différente, après le vécu, les intérêts et la formation du lecteur. Quand les contenus nous rendent de manière qui nous semble incomplète la description d'un procédé ou d'une pratique, quels sont les outils dont nous disposons comme praticiens pour accéder à ces implicites, donc à ce qui n'est pas écrit dans le livre. Pour essayer de comprendre les pratiques d'autrefois, nous partions sur le principe que les traités et les méthodes ont été écrits pour être mis en pratique, pas pour être lus tout simplement. Et avons chanté les exercices, les solfèges, suivi les conseils de différents auteurs et travaillé certaines leçons avec nos élèves du conservatoire dans la limite du possible. Si cette question nous intéresse, on pourra la développer. En pratiquant ce type de lecture, nous nous sommes aperçus que certains de ces exercices et leçons contenaient des non-sens. C'est que l'historien Ginsburg, auteur de signes traciles d'un paradigme de l'indice, appelle les énigmes de recherche, et qui, pour ceux qui font de la recherche, sont des indices extrêmement intéressants. Par exemple, il y a des exercices qui sont trop difficiles pour les élèves débutants et qui figurent systématiquement dans les premières pages des méthodes. Des manières d'ouvrir la bouche, et de nos jours, nous semble être. De plus en plus, notre hypothèse de départ se confirmait. L'écrit ne correspond pas nécessairement aux pratiques effectuées. Il y avait comme une sorte d'écrit officiel qui ne représentait pas toujours ce que l'on faisait à l'intérieur des classes. Des témoignages qui nous ont été précieux, comme celui d'un élève, Léniel, un élève de Gara, qui était co-auteur de la première méthode de 1803, nous a confirmé que les pratiques pouvaient largement différer de ceux qui pratiquaient et de ceux qui préconisaient les écrits. À partir de 2010, nous avons eu la chance de pouvoir profiter de l'enseignement du professeur Isabelle Lévy, ici présente, de l'Université de Genève, qui a été notre directrice de thèse et de participer aux séances du groupe de recherche didactique du DAM, donc didactique des arts. Après des années de recherche, nous avons pu donner forme à notre travail et le confronter à d'autres méthodes et d'autres critères. C'est très important. La lecture d'auteurs comme Bourdieu, un sociologue, 1980, nous a permis de comprendre que d'autres chercheurs avaient déjà, bien avant nous, constaté que la logique de la théorie ne correspondait pas à la logique de la pratique. Je vais vous donner un exemple concret. Le fait d'avoir des exercices en progression numérique, d'avoir une note après 2 ou 3, suppose un principe de lire le plus facile ou plus compliqué, vous ne le savez pas. Mais vous savez bien que ce n'est pas le cas, nous venons de l'évoquer. Revenons donc aux problématiques des limites de l'écrit pour décrire les apprentissages. Déjà, Manuel Garcia, en 1841, dans les premières pages de son traité, déplore le manque de livres au sujet des écoles de chant italiennes. En faisant référence aux chanteurs du XVIIe et XVIIIe siècle, il constate, je cite, « Malheureusement, cette époque ne nous a légué que sur ces traditions que des documents vagues et incomplets. » Fin citation. C'est l'impression qu'ont encore beaucoup de lecteurs qui abordent ces anciens livres. Nous avons essayé de combler ce vide et avons cherché d'autres sources que l'écrit, dans l'espoir de retrouver la tradition dite orale, essentielle dans l'enseignement par incorporation, donc par corps. Nous avons interviewé des chanteurs expérimentés. Une quarantaine, beaucoup d'entre eux, avaient été formés avant la Seconde Guerre mondiale. Ces rencontres nous ont permis de déduire des pratiques dites transparentes, j'utilise un terme qui est très cher à l'équipe de recherche, qui ne figuraient pas dans les livres, comme par exemple le fait qu'on inspire par le nez. Si tout un groupe respire par le nez, on ne va pas écrire que dans les livres pour inspirer, il faut utiliser le nez.
Et après, 200 ans après, c'est très difficile pour nous de déduire comment est-ce qu'on respirait à l'époque, hein, parce que pour nous, c'est nécessaire de savoir. Donc, grâce aux réponses de ces chanteurs âgés, nous avons recueilli le témoignage d'une grande variété de pratiques, surtout avant la Seconde Guerre mondiale. Cette grande variété, qui correspondait à l'enseignement par transmission orale, nous rappelait certains propos d'auteurs du XVIIe et XVIIIe siècle. La tradition passée de maître à disciple se déclinait en diverses manières de faire. En 1776, Mancini relate dans un court extrait des propos de son maître Antonio Bernacchi. Ce dernier fait référence à son apprentissage et à celui de 4 de ses collègues. Et il dit, je cite, « Ces 5 écoliers, quoique instruits par le même maître, différaient d'entre eux par leur méthode et par leur style, chacun d'eux ayant été dirigé selon sa disposition naturelle. » Fin de citation. Passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo. Alors, moi, si tu veux t'asseoir, il y a la place ici de ça me dérange. Donc, nous allons nous intéresser à la notion de bel canto, à la notion même de bel canto. Comment est-ce qu'elle est apparue? Quels sont les principes du bel canto? C'est ça qui vous intéresse surtout, je pense. L'usage du terme bel canto est relativement récent. Après l'édition de la musique Larousse, je cite, le terme apparu vraisemblablement vers la fin du XVIIe siècle et qui sera couramment cité par Stendhal, fut sans doute créé par les amateurs et non par les musiciens. Il se substitua aux expressions buona maniera di cantare, Caccini, ou encore buon canto, Bernini. Fin de citation. La buona maniera di cantare est définie à Florence, comme vous le savez, à partir du XVIIe siècle par des académiciens, c'est-à-dire des intellectuels, des artistes appartenant à des élites liées au pouvoir institutionnel. L'histoire traditionnelle de la musique présente ce phénomène comme la manifestation du génie d'une poignée d'hommes, il n'y a pas de femmes, vous avez remarqué, qui auraient inventé l'opéra et favorisé le développement d'une manière de chanter adaptée à ce nouvel art, le bel canto. Je ne commente pas parce que je fais un commentaire d'une réflexion très intéressante de l'historienne Eisenstein qui nous met en garde vis-à-vis de ce genre d'affirmation et insiste sur la lenteur de l'apparition de certains phénomènes. Je cite Eisenstein. Si nous admettons la distinction entre d'une part plusieurs renaissances circonscrites et transitoires et d'autre part une renaissance d'une portée sans précédent et qui allait se révéler durable, alors nous devons laisser s'écouler 150 années avant de pouvoir dire qu'un modèle véritablement nouveau avait été construit. Fin de citation. L'opéra a comme héritage certainement des pratiques de théâtre chanté connues déjà au XVe siècle, peut-être même du Moyen-Âge beaucoup plus anciennes. La buona maniera, dont parle Caccini, est certainement le résultat de la recherche d'un idéal de plusieurs générations de chanteurs et d'enseignants. J'insiste aussi d'enseigner, parce que nous faisons plusieurs travail. Est-ce que la buona maniera de Caccini, et ça serait une question intéressante, il me semble, correspond au buon canto de Berne et au bel canto tel qu'il est défini par Stendhal et plus tard par Reina Lora au début du XXe siècle? Certainement pas. Il suffit d'analyser les enregistrements du XXe siècle et de comparer la manière de chanter dans les années 1950 et 1970 pour être convaincu. Les différentes générations de chanteurs adaptent leur manière de faire aux attentes et au monde du jour. C'est une transformation qui est commentée déjà au XVIIIe siècle par Tosi. En 1723, il est âgé de 70 ans et il fait la différence entre les pratiques des modernes et des anciens. Il bien sûr s'identifie aux anciens. Cette référence à des anciennes pratiques, on considère souvent meilleure à celle contemporaine, qui apparaît paradoxalement à chaque génération. Nous allons quand même essayer de définir le bel canto, mais avec une référence du XVIIIe siècle. Pour définir le bel canto, celui pratiqué en Italie, mais aussi en Europe au XVIIIe siècle, celui qui était pratiqué par les chanteurs contemporains à Mozart, par exemple. Prenons les textes de Tosi et de Mancini, mais aussi la méthode chant de 1803, parce que cette méthode, qui a été publiée en 1803, a été écrite par une commission d'auteurs. La plupart d'entre eux étaient relativement âgés, ils étaient tous formés au XVIIe siècle. Donc, et beaucoup d'entre eux dans des écoles italiennes de renommée, dans les conservatoires romains. Donc, si nous prenons
ces livres et essayons de voir quels sont les procédés, les techniques qui sont mises en valeur, nous arrivons à 4 procédés qui me semblent qui seraient intéressants de mettre en relief pour essayer, quand on essaie de définir le bel cadre. L'attaque du son, qu'à l'époque, on parle beaucoup de plus-blood. 2. La pratique du son filé ou messa di voce, technique de base pour apprendre à utiliser, entre autres, le vocabulaire. L'articulation du gosier, qui est une technique utilisée pour l'émission du tri et les agilités. Et enfin, la pratique de l'union des registres. Je vais essayer de détailler chaque partie de ces 4 procédés. L'attaque du son par le coup de glotte. Donc je parle d'un coup de glotte qui n'a rien à voir avec celui qui est écrit par Cornu dans la voix et qui est un mouvement extrêmement violent qui déconseille aux chanteurs et que, bon, il y a beaucoup de chanteurs qui pensent que c'est très dangereux ce coup de glotte. Non, il s'agit d'une attaque très subtile qui produit un son riche en harmonie. Donc, par cette attaque, il y a beaucoup d'avantages. C'est proche à beaucoup de blocs qu'utilisent les Allemands en parlant. Donc, les Allemands ne sont pas tous des alphonses. Donc, c'est une attaque qui est très subtile. Et cette attaque a plusieurs avantages. L'économie de l'air, parce qu'on ne dépense pas de l'air pour commencer ma phrase, et aussi l'obtention d'un son riche en harmonique. Après, il y a la messa di voce. La messa di voce, le son filé, consiste en l'émission d'un long son. Selon la méthode, ça dure 20 secondes. Donc, les pauvres élèves au Conservatoire de Paris, ils travaillaient des gammes interminables, d'après le livre, moi je n'y crois pas tellement, mais enfin, d'après le livre, ils travaillaient des gammes où chaque son durait 20 secondes. Et où l'élève attaquait le son, coup très net, et gonflait le son. Donc, je fais référence à l'intensité, et après le dégonfler, il faisait comme ça des gammes qui duraient 42 minutes, seulement faire une gamme, ascendante et descendante. C'est un extraordinaire exercice pour empêcher le meilleur de forcer la voix. Bien sûr, après il y a la logique de la pratique qui nous permet peut-être de faire des exercices un peu plus humanisés. Les livres n'en parlent pas, mais j'ai déduit que cette attaque ne concernait pas, parce qu'il y a les limites de l'écrit, ne concernait pas seulement l'intensité, mais que les professeurs travaillaient aussi ce qu'on appelait à l'époque les coloris. Actuellement, les chanteurs savent ce que c'est les coloris parce qu'on les travaille beaucoup moins. Mais sont les différentes couleurs, les timbres qu'on peut utiliser pour la voix. Je pense que notre collègue Jean-Thomas connaît à fond cette problématique des timbres et dans la prononciation. Donc, cette messa di voce était un travail, c'est un savoir qui figure au début du livre et qui après vont disparaître parce que personne ne les pratique. 3. L'articulation du gosier. Qu'est-ce que c'est l'articulation du gosier? Elle consiste dans une technique spéciale qui permet l'enclenchement d'un mouvement spasmodique du larynx. Sans effort apparent, le chanteur émet 2 sons dont l'intervalle peut dépasser le ton. Donc on faisait des trilles sur des tierces, des quartes. Hein? Cette articulation du gosier favorise donc aussi l'économie du souffle et facilite la souplesse nécessaire à l'émission des agilités, mais aussi d'un procédé extrêmement important à l'époque, vu qu'il faut référence à l'unité de la phrase en termes de rhétorique, il s'agit du portamento qui est beaucoup plus utilisé que de nos jours. Donc, actuellement, l'oreille, j'ai détecté certains chanteurs qui le pratiquent encore. Dernièrement, nous avons entendu à Genève Joyce Di Donato. Je ne sais pas si elle est consciente, mais elle pratique, elle maîtrise parfaitement cette technique d'articulation du gosier, qui est différente au tri laborieux que souvent nous faisons dans nos classes, et ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir naturellement. Enfin, 4e procédé, c'est que la méthode du son après 1803 appelle la réunion des registres ou union des registres. Ce mot union a été à la source de beaucoup de confusion. La réunion des registres, c'est le passage imperceptible d'une émission en voix de poitrine à voix de tête et vice-versa. Nous soulignons le fait que les différents registres ainsi réunis gardent les caractéristiques propres à leur mécanisme physiologique. Ça veut dire, on passe de la voix de poitrine à la voix de tête, mais on ne va pas fusionner le tout dans un seul registre. Ces 2 registres, ce qui est l'union des registres, c'est faire de forme que ce passage est imperceptible pour l'oreille. Donc là,
je finis de parler de ces 4 procédés. Donc vous avez remarqué peut-être que je n'ai pas beaucoup parlé de respiration. Nous allons parler maintenant. Pourquoi? Parce que dans les anciens traités que nous avons consultés, donc une relativement importante quantité, les auteurs ne parlent pas de respiration. C'est très rare, on a des exceptions comme Bérard en 1755, mais lui, il a une approche d'après la logique du rythme. La rédaction des textes du XVIIIe siècle répond à cette logique de la pratique. Et c'est pour cela que cette lecture est difficile et suppose déduire beaucoup d'implicite. Donc, nous allons essayer de comprendre comment est-ce qu'il travaillait la respiration, même si ce n'est pas expliqué. D'après une déduction, les chanteurs apprenaient à soutenir par la recherche d'un résultat sonore, donc en chantant, en faisant des exemples. Notamment par ce fameux travail de la messe à voce chez le son filé, et non par la compréhension des mécanismes de la fonction physiologique. Donc, il ne s'intéressait pas tellement au nom des muscles, de savoir où ils ouvraient ou ils fermaient. Hein? Donc, nous allons revenir sur ce questionnement qui me semble intéressant dans la 3e partie où nous parlons d'apprentissage. Donc, c'est surtout à partir de la méthode de chant du Conservatoire de Paris de 1803 que l'on s'intéresse à la respiration d'après un questionnement qui suit cette logique théorique. Cette méthode, c'est un livre fabuleux, je vous recommande la lecture, il est extraordinaire. C'est un livre clé pour restituer les pratiques du XVIIe siècle. Grâce aux efforts de rédaction, ils ont mis plusieurs années pour écrire ce livre, d'une commission chargée d'écrire. Nous pouvons reconstituer ces anciennes pratiques de respiration et de soutien. Soulignons le fait que la méthode différencie 2 types de respiration. Donc on ne cherche pas du tout à respirer naturellement au XVIIIe siècle. Hein, il s'agit d'un artifice, d'un art. Donc il y a 2 types de respiration. La première est celle de tous les jours, pour vivre. Et la deuxième, c'est celle des alliances. Nous allons regarder ensemble la description de la méthode du Conservatoire de 1803. Donc, je vous préviens qu'elle est un peu bizarre. Donc, ça, c'est essayez de la faire vous êtes. Dans l'action de respirer pour chanter en aspirant, il faut aplatir le ventre, au moment de l'aspiration, aplatir le ventre et le faire remonter avec promptitude en gonflant et avançant la poitrine. La première fois que nous avons vu cette description, ils étaient complètement fous de respirer comme ça. C'est bizarre. Et après, dans un deuxième temps, je me suis dit, c'est moi qui ne comprends pas. Il voulait dire une autre chose. Parce qu'il ne faut pas penser que les anciens étaient des gens primitifs. Non, ils étaient comme nous. Hein, donc ils avaient aussi beaucoup de soucis, beaucoup de réflexions sur ce qu'ils faisaient. C'est seulement après avoir lu d'autres méthodes, d'autres textes du XIXe siècle, notamment Manuel Garcia, j'ai lu toujours Manuel Garcia, c'est aussi un traité très intéressant, que nous avons compris que le sens du mot ventre, parce qu'il dit qu'il faut claquer le ventre, ne correspondait pas à l'usage actuel. Donc on parle de ventre, mais en réalité ce n'est pas le ventre. C'est la région épigastrique, si vous préférez, le creux de l'estomac. En effet, Manuel Garcia, j'ai pris donc comme référence, parce qu'il dit la même chose en 1841, j'ai pris son dernier écrit, 1894, Hymns of Singing, qui est beaucoup moins connu, mais qui est un texte extraordinaire, écrit par un de ses élèves sous forme de questions-réponses, comme les catéchismes, c'est la mode à l'époque. Donc, Manuel Garcia, il précise, pour cette inspiration, je cite, les côtes se lèvent pendant que l'estomac se creuse. Donc, je vous invite à mettre 2 doigts au niveau de l'estomac, et si vous aspirez par le nez, par la bouche lentement, en gonflant votre thorax, vous allez voir qu'il y a une légère dépression dans le mouvement du creux de l'estomac. Si vous êtes détendu, vous allez la sentir. Donc c'est à partir de ce mouvement, qui n'a rien d'antinaturel, qu'ils vont bâtir cette respiration des fameux castrats du XVIIIe siècle. Donc personne ne parle d'abdomen ou de respiration abdominale. Cette respiration, bien sûr, va produire un son probablement moins puissant que celui que nous pratiquons. Mais grâce à l'attaque par le coup du globe, donc vous voyez, elle est aussi parce qu'il y a d'autres procédés qui sont pratiqués. Ce son est assez riche pour passer au-dessus d'un orchestre. Bien sûr, les orchestres à l'époque étaient certainement moins puissants que les nôtres. Le soutien n'était pas considéré comme un effort, comme il sera après. Personne ne parle pas encore de la note vocale et de la lutte vocale. J'ai remonté dans les livres et je suis arrivée à la conclusion, contrairement à ce qu'il dit Miller dans la structure du chant, ce n'est pas une tradition italienne de la note vocale, mais qu'il s'agit d'une invention du docteur Mandl en 1855. C'est un médecin hongrois dont je vous parlerai tout de suite. Donc, la méthode de chant
de 1803 explique non seulement l'inspiration, mais aussi l'expiration. Je vais vous lire, c'est un peu plus long, mais c'est intéressant. Dans l'expiration, le ventre doit revenir fort lentement à son état naturel, donc le ventre comprime l'estomac, la région de l'estomac, et la poitrine s'abaisse à mesure, afin de conserver et de ménager le plus longtemps possible l'air que l'on conduit dans les poumons. On ne doit le laisser échapper qu'avec lenteur et sans secousse à la poitrine. Il faut pour ainsi dire qu'il s'écoule. J'ai beaucoup ce mot, qu'il s'écoule. Donc le soutien n'est pas cet effort, cette lutte, mais on laisse couler cet air. Et bien sûr que ces techniques d'articulation du gosier, de la façon de faire le tri, s'adaptent parfaitement bien à ces techniques de respiration. Maintenant, on pourrait se poser la question, quelles étaient les raisons de la transformation de ces pratiques? L'abandon de ces techniques était quand même, d'après les contemporains, extrêmement efficace et au service d'une certaine musicalité. Il n'y a pas une raison, hein, elles sont très très complexes. J'étais étonnée en faisant ma recherche de découvrir qu'il y avait beaucoup de raisons qui n'avaient rien à voir avec la technique du chant, mais qui étaient des résultats d'un contexte social et même politique. Comme l'avait montré Bourdieu, les liens entre savoir et pouvoir sont étroits. Pour ceux qui s'intéressent à ce rapport, vous trouvez dans la feuille que j'ai laissée sur les chaises, tout en bas, vous avez des références de ma thèse qui est dans les archives de l'université, et vous pourrez creuser un tout petit peu sur cette implication. Maintenant, analysons peut-être les facteurs qui vous intéressent, vous, comme professeur de chant, sont les facteurs de changement de tradition vocale. Dupré, donc le ténor Dupré en 1837, quand il émet son fameux contrut en voix de poitrine à l'Opéra de Paris, en ignorant les interdits d'un monde jusque-là régis par certains principes de la rhétorique. Donc, ce principe préconisait l'union des registres, le portamento, tout ce qui mettait en valeur l'unité de la phrase comme unité de sens. Dupré souligne chaque syllabe par la recherche d'un chant expressif, je cite, en force. Pour y arriver, il maintient le larynx en position basse, ce qui est nouveau, et ne renverse plus la tête en arrière comme faisaient les ténors belcantistes, quand ils passaient dans cette voie de tête. Quicherat, et dans le public, il est professeur de rhétorique, il connaît beaucoup de chants. Et il commente, je cite, Dupré débuta le 17 avril 1837 dans Guillaume Tell. Les choses furent particulièrement remarquées parce qu'elles étaient nouvelles. La manière dont il disait les récitatifs, et les sons vibrants avec éclat, les notes vibreusement lancées par lesquelles il exprimait la violence de la passion. Fin de citation. C'est nouveau, hein. On n'a pas l'habitude de montrer comme ça sa passion pour le public. On montre un art qui est extrêmement subtil, mais pas par des à-coups, par la force. Dupré lui-même, il va parler du chant en force, comme une qualité d'expression. Revenons à Quicherat, qui dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Je cite, Dupré faisait ressortir avec le même soin tous les mots, presque toutes les syllabes. On lui donnait cet éloge qui détaillait le dialogue. Donc c'est nouveau. Cette nouvelle recherche du chant qu'on nous appelait à l'époque en force d'expression, par le soulignement intense de certaines syllabes et mots, nécessite un changement de pratique de soutien. Il ne suffit plus de laisser couler tranquillement son air, mais un certain effort à fournir. Le docteur Mann, dont je vous ai parlé, qui est un médecin hongrois, publia un mémoire dans la Gazette médicale de Paris intitulé, je cite, de la fatigue de la voix dans ses rapports avec le mode de respiration par le docteur Liebmann. C'est 1855. Il va rencontrer beaucoup de succès. Les professeurs de chant, qui sont très connus à l'époque, comme Lamperti ou Delessé, qui paradoxalement veulent défendre le bel canto, et les techniques adoptent dans les ouvrages. C'est très amusant de comparer le premier ouvrage de Lamperti au début du siècle et après, 50 ans après. Parce que dans le premier, il parle pas d'inspiration, dans le deuxième, il parle et il change tout. Et pourtant, c'est lui défenseur de ces techniques anciennes. Mandel, c'est nouveau différencier trois types de respiration, c'est qu'il appelle d'une façon un peu tendancieuse la respiration diaphragmatique ou abdominale, de la respiration de la valvulaire, je parle quand même Frédéric, et la latérale.
Mandel n'hésite pas à proposer un corset dorsal pour fixer les épaules et empêcher aussi le mouvement qui ne correspond pas à la type décrit de respiration abdominale. La notion de diaphragme devient tout d'un coup très importante pour les chanteurs et pour les professeurs de chant. Mandel introduit donc ces nouvelles notions dont je vous ai parlé, la nota vocale, nous avons la preuve dans une petite ligne qui laisse, je cite, nous savons qu'il s'établit alors une lutte entre les agents inspirateurs et les expirateurs, lutte que nous avons appelée lutte vocale. Ça vient de lui. Fin de citation. Mais il y a un autre facteur aussi très important, la respiration. L'inspiration devient de plus en plus rapide. Donc, vous voyez les problèmes, les changements ne viennent pas seuls, ils sont toujours liés à un facteur différent. Ce n'est pas par hasard qu'il y a de plus en plus de soucis à la fidélité à l'écrit, à reproduire exactement la partition. Donc, il y a une approche de solfège du conservatoire, d'héritage du conservatoire de Paris, où une blanche de temps, et finalement on doit respirer, être efficace pour respecter cet écrit. Contrairement aux anciens exercices, parce que bien sûr, je ne veux pas dire qu'au XVIIIe siècle, personne ne travaillait la respiration. Il y avait des élèves qui étaient faibles et qui n'arrivaient pas à travailler la messa di voce, donc les professeurs comme Mancini va imaginer un exercice d'une note, après deux notes, après trois notes. Les nouveaux exercices, ont la fonction de corriger des mouvements défectueux. Ils sont adressés à l'élève en général. Donc c'est plus une pédagogie qui est adaptée à l'élève, mais une pédagogie qui veut être universelle et servir à tous les élèves. Bien sûr, ça c'est vécu. Après, dans la pratique, les professeurs, dans l'intérieur des classes, ont continué à pratiquer, et nous continuons à pratiquer cette pédagogie qui est adaptée à l'élève. Il y a quand même des chanteurs qui réagissent à ces principes imposés par le monde scientifique, mais ils sont une minorité. Entre autres, c'est Manuel Cassier dont je vous ai parlé. Je crois que ça vaut la peine de continuer à lire la description, donc il commente dans Clinical Singing les trois manières de respirer de Mandel. Et je répète donc la petite citation du mouvement que nous avons lu au moment de parler de la respiration, de la méthode de 1803. Donc il dit les côtes se lèvent, en anglais l'estomac se creuse. Cette inspiration dans laquelle le mouvement dispose d'un mouvement libre, d'un côté à l'autre, devant et arrière, de haut en bas, est complète et alors elle est thoracique. Donc il appelle sa respiration thoracique. Il y a son élève qui insiste, parce qu'il a fait allusion à la respiration abdominale et claviculaire, laquelle vous approuvez. Et Garcia répond, la respiration thoracique, et pour l'obtenir, il faut que l'air soit pris lentement et profondément. Donc, c'est possible pour Garcia avec cette respiration thoracique. Fin de citation. Dans nos interviews, nous avons rencontré une chanteuse, un corps, d'origine grecque, qui avait appris le chant conservatoire de l'Athènes, qui avait fait une coaching pendant des années de Maria Callas. Donc, il s'agit de Irma Callas. Donc, Maria Callas avait travaillé avec lui, et elle, tout le répertoire de l'opéra. Elle était née en 1918, elle est déjà décédée de Callas. Elle nous a montré, donc, nous a pris la main, son estomac, et nous a montré exactement ce mouvement, donc d'inspiration, avec le creux de l'estomac qui rentre. Cette dame avait gagné quand même en 1956 les grands prix du disque de la musique française, de l'Académie du disque français. C'était une grande chanteuse, maintenant on ne la connaît plus, mais c'est quelqu'un qui a fait une carrière très importante pour le répertoire français. Donc, nous arrivons à la dernière partie, troisième partie, qui est plus courte, je vous rassure déjà, notre unité. Pour conclure, parlons des modes de transmission, donc de l'enseignement de Caton, enfin, de l'utilité de faire de la recherche sur les anciens traités. Ça va donc passer 10-12 ans sur ces vieux. Donc nous avions déjà évoqué que ces anciens chanteurs, notamment au XVIIIe siècle et première moitié du XIXe siècle, travaillaient certaines techniques, comme celle du soutien respiratoire, sans le savoir. Donc pas de recherche, du résultat seulement. On pourrait penser, dans un premier abord, c'est ça que je pensais, que les découvertes scientifiques au XVIIIe siècle ne permettaient pas de baser un enseignement sur des savoirs très solides. Les raisons sont bien plus complexes. Encore au XIXe siècle, l'apprentissage par immersion et par imitation jouissent d'une longue tradition.
L'explication a toujours existé. Bien sûr, il ne faut pas croire tout d'un coup, paf, on invente l'explication. Non, elle a toujours existé, mais de manière complémentaire, même cantonnée à des petits détails. De Bassili, en 1668, donc c'est très vieux, auteur des Remarques curieuses, considère comme défaut cette dernière pratique d'enseignement, donc par l'explication. Je cite Bassili: un maître qui exécutera un air dans toute sa politesse et dans tous ses agréments, l'imprimera 1000 fois mieux dans l'oreille de celui-ci, en le chantant 3 ou 4 fois, que ne fera un autre qui n'a pas tous les avantages de l'exécution, à force de dogmatiser tant qu'il est vrai, que le chant ne s'apprend que par imitation. Fin de citation. Il n'est pas un phénomène de Bassili, l'opinion qu'il a, ce n'est pas une opinion individuelle. Hein. Nous allons trouver ce genre de commentaires chez d'autres auteurs, par exemple chez Mancini, au XVIIIe siècle, où il affirme: une belle imitation de ce que font les musiciens les plus distingués et les plus originaux doit être admirée par la difficulté même du bien réussir. Fin de citation. Mais que signifie imiter au XVIIIe siècle? Vous voyez, il y a souvent des glissements sémantiques, des glissements de sens. Nous avons trouvé une réponse assez convaincante dans Mimique, Physionomie et Geste. Il s'agit d'un livre extraordinaire sur le geste, écrit par un professeur de chant et d'action du Conservatoire de Paris en 1895. Il différencie plusieurs étapes de l'apprentissage. D'abord la copie, ensuite l'imitation, enfin ce qu'il appelle la recomposition. Je cite Giraudet: l'imitation mécanique n'est qu'un moyen utile pour rompre certaines difficultés matérielles. Une gymnastique préalable, comme il en existe pour les autres arts, lesquels procèdent tous, plus ou moins, par la copie d'abord, puis par l'imitation, avant de s'élever à la composition. Fin de citation. Donc, l'imitation est considérée par la copie, mais comme une étape transitoire entre la copie et l'autonomie de l'élève. La composition où l'élève acquiert le pouvoir de choisir, de créer. L'apprentissage par imitation a été pratiquement banni des institutions. À la fin du XIXe siècle, l'imitation est associée à la contrefaçon. Nous pensons que l'imitation comme mode d'apprentissage mériterait d'être considérée à nouveau. Nous arrivons aux conclusions. En quoi ces anciens écrits nous sont-ils utiles comme praticiens aujourd'hui? Connaître l'origine et les circonstances qui ont amené à transformer des pratiques en contenu d'enseignement, formé comme tel, ou transmis de professeur à élève à travers les générations, permet d'être critique vis-à-vis de ces contenus. Ces savoirs et savoir-faire, de voir leur sens profond quand ils sont questionnés par des praticiens, et deviennent ainsi des choix faits en pleine conscience. L'usage du coup de clope, du porte-à-mètre, de différentes techniques de respiration ou de la manière de prononcer un texte sont tout d'abord des conventions. Ces savoirs, ces pratiques ne constituent pas des vérités ou des manières authentiques de faire, mais sont en partie le résultat d'un choix, en grande partie, d'un choix institutionnel. Nous disposons de nombreux outils pour transmettre les savoirs, et c'est dans la diversité des moyens adoptés pour apprendre que nous déployons toute la richesse contenue dans ces savoirs. Merci beaucoup. Donc, pour tout ce qui concerne la bibliographie, vous l'avez dans les feuilles. J'ai mis aussi le nom des chanteurs que j'ai rencontrés, parce que ça a été très utile à ma recherche. Je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas quelle heure vous avez. Si vous avez des questions, je serais très contente de pouvoir échanger avec vous, et aussi parce que vous êtes la plupart d'entre vous des praticiens, donc profitez de votre expérience. Mais Isabelle, tu nous as parlé du bel canto. Est-ce qu'à l'époque, donc 17e, il y avait d'autres écoles de chant?
Oui, bien sûr, il y a toujours une... c'est une question très intéressante. Il y avait cette école belcantiste italienne, qui n'est pas du tout pratiquée, même, je dirais, au XVIIIe siècle. Nous avons les lettres de Mozart, qui est horrifié par les hurlements des Français, n'est-ce pas? Parce que les Français, en France, ils suivent les principes de la rhétorique, mais à la manière française. Donc ils n'ont pas cette recherche, c'est peut-être dû aussi au profil timbrique de la langue, mais ils n'ont pas cette recherche du legato et de l'unité de la phrase comme elle est défendue en Italie. Donc il y a nettement des grandes différences. D'ailleurs, c'est très intéressant, dans la méthode de 1803, il y a beaucoup de commentaires de la commission des rédiges qui dit qu'il y a une manière défectueuse de faire le botamet dans la française et il y a une manière de aussi en France, et ils sont en train de défendre, d'introduire quelque chose qui est nouveau. Et il y a peut-être une vingtaine d'années où il y a deux institutions très importantes à Paris. Nous avons l'Académie de musique, qui est l'actuel opéra, qui date de 1675, je crois, donc qui est très très ancienne, et le conservatoire, qui est de 1795. Et au début du 19e siècle, ils sont vraiment en guerre. Moi, j'ai lu la correspondance, parce qu'à l'Académie, les élèves sortent du conservatoire avec les techniques belcantistes, ils arrivent à l'Académie, ils doivent crier. Et c'est à partir d'Adolphe Louis et de son père aussi, qui étaient des très grands chanteurs, c'est Guichard qui dit, que petit à petit, cette manière, c'est peut-être très subtil, je ne devrais pas partir sur un jugement, parce que la manière française m'intéresse beaucoup, et formidable aussi. Donc, elle introduit l'opéra de Paris, mais ce n'est pas du tout gagné. Ça prend beaucoup de temps pour vivre relativement peu de temps à Paris. Et en Italie, moi je n'ai pas fait l'étude à fond parce que j'ai déjà eu beaucoup de, comment on dit, chats à fouetter avec ces 200 livres. En Italie, bien sûr, la manière de chanter dans le nord n'est pas la même du sud. Donc tout ce dont je vous parle, c'est à partir d'écrits, donc c'est très limité, c'est pas tout dans ces écrits. Mais on sait, avec certitude, que les pratiques n'étaient pas les mêmes. Je vous parle donc, c'est l'idéal qui est figé dans les livres. Mais la réalité de la pratique, et c'est beaucoup plus riche. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Isabelle, tu m'as rendu un peu curieux sur le rapport entre les manières d'enseigner le chant et les institutions, voire même la politique. 1803, on sort de la Révolution française. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ce que le politique pourrait avoir comme influence sur la manière de concevoir le chant? Ça, tu le trouveras avec le document à l'appui, tu devras expliquer dans ma thèse sur savoir et pouvoir. Je crois que ça s'appelle le chapitre. Donc, c'est très intéressant parce que il y a un changement énorme quand on ouvre la méthode 1803. Et on compare avec les méthodes du chant du XVIIIe siècle, on voit qu'il y a un changement de style d'écriture. Et je me suis amusée, maintenant sur Internet c'est facile, de comparer deux livres. Donc le Code de Napoléon, qui est 1802, le Code civil, et la méthode chant, qui est 1803. Et il y a énormément de choses qui sont proches. C'est pas par hasard que Napoléon s'est intéressé lui personnellement à la confection, comme disait à l'époque, les méthodes. Il contrôlait tous ses comités sur les méthodes. Et il faut voir quelle était la réalité des pratiques au moment de la Révolution. On va fermer les maîtrises. Donc, traditionnellement, les enfants apprennent dans les maîtrises, dans les églises, à chanter, par la pratique, avec les professeurs d'or, avec les chanteurs. Et tout d'un coup, on ferme les maîtrises, il n'y a plus de chanteurs, il n'y a plus de musiciens. Donc c'est amusant de voir dans les livres, dans les courriers, dans les lettres, pardon, les échanges entre des responsables de l'enseignement et les politiciens, parce qu'il faut créer de nouvelles écoles. On va créer les conservatoires. Donc ce sont des militaires qui vont fonder les conservatoires et qui vont appliquer des normes militaires à l'enseignement. Et tout est basé sur des lois, des interdictions. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que tout d'un coup, on va
uniformiser les savoirs, parce que bon, dans le solfège actuellement, les ordonnances sont réduits en 4 ou 5. Si vous regardez les méthodes du 6e siècle, vous avez 15-20 manières de faire le tri. Et c'est très intéressant de voir tout d'un coup, on va avoir un immense travail d'uniformisation des savoirs. On va laisser de côté ces savoirs qui ne sont pas admis par les institutions, ou des manières de prononcer, par exemple, qui sont trop proches du régionalisme, qui sont complètement bannies, pour faire d'une certaine manière académique. Et il y a un livre très intéressant de Charles Dominique, qui est un anthropologue qui parle précisément du conflit entre les MNSP et les académiciens en France, depuis le Moyen-Âge, et bon, les académiciens c'est depuis le XVIe siècle. Donc, ces deux corporations, ces deux groupes plutôt, les MNSP ne se basaient pratiquement pas par l'écrit, mais formaient leurs musiciens, ils construisaient leurs propres instruments, ils vont choquer brutalement contre les pratiques des académiciens et notre approche. Je pourrais parler longtemps sur le thème, mais peut-être je vais laisser la place à d'autres questions, si jamais tu me poses encore des questions plus précises. Donc, juste ajouter une petite chose, Bourdieu appelle le capital culturel. C'est une notion très intéressante. Donc, les savoirs font partie d'un capital, ont une valeur. Ce n'est pas par hasard que les troupes de Napoléon, quand ils entrent à Milan en 1806, ils vont fonder le conservatoire de Milan, à l'image du conservatoire de Paris. Ils amènent les méthodes chant en Italie des Français, écrites par les Français. Moi, j'ai eu dans mes mains, j'ai eu la chance par le bibliothécaire de Milan, était très très sympa et confiant, et j'ai pu avoir également ces livres que les troupes Napoléon avaient amenés, qui sont dans le bureau du recteur. Mais symboliquement, c'est très fort. C'est le capital culturel qui arrive, avec une manière de faire à la française, d'une tradition italienne. C'est déjà la notion du patrimoine immatériel. Mais, oui. Tu disais que tu préconiserais de revenir à l'enseignement par imitation. Oui, entre autres. Tu pourrais développer. Oui. Je pense, en tout cas, de mon expérience, j'ai 62 ans, donc c'est vieux, mon apprentissage change, j'ai commencé à 14 ans. On faisait beaucoup d'imitations en Espagne à l'époque. Nous avions des professeurs à l'école supérieure de chant qui en même temps qu'ils enseignaient, chantaient des solos, le solo de la Traviata en spectacle. Donc c'était des professeurs qui étaient encore en pratique. Et ils faisaient des exemples magnifiques. Petit à petit, les années sont passées, et j'ai entendu dire beaucoup de professeurs, il ne faut pas écouter les disques, il ne faut pas imiter les disques, il ne faut pas... Donc il y avait une espèce de pudeur vis-à-vis de ce qui n'était pas authentique, en croyant qu'on peut créer à partir de rien. Je ne veux pas dire qu'il faut que pratiquer l'imitation dans l'enseignement. C'est un des outils que nous avons. Et ce qui est extraordinaire, c'est pouvoir utiliser des techniques ou donc une approche plutôt où nous expliquons, parce que nous avons les moyens, grâce aux découvertes scientifiques, d'expliquer beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas expliquer à l'époque. Donc il nous amène beaucoup de précision dans nos explications, mais de combiner cette manière de faire avec des exemples. Par exemple, encourager un de nos élèves qui aurait une voix avec beaucoup d'agilité, par exemple, à imiter certains chanteurs ou d'autres qui seraient une basse profonde, pourquoi pas, l'encourager à imiter. Imiter, c'est très difficile. Moi, j'aimerais bien imiter la Calas, je n'arrive pas. Donc, imiter, c'est difficile. Et dans l'effort d'imiter, on apprend énormément de choses. Et je ne crains pas tellement qu'on perd notre personnalité. De toute façon, l'originalité, ça n'existe pas. On est influencé fortement, même inconsciemment, par notre temps. Je crois que ça vaut la peine. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, de combiner plusieurs pratiques d'enseignement. Je pense pas pour les élèves qui ont la même voix que toi, la tessiture. Oui, mais il y a les disques, il y a YouTube. Actuellement, mais YouTube, c'est très intéressant. Par exemple, nos élèves cherchaient ces terres sur YouTube, sans dire lequel, sans dire lequel. Comme ça, on développe l'autonomie des élèves, avoir des critères et différencier ce qui peut être intéressant pour eux ou pas. Mais on a peur, on veut trop les aider.
L'allemand, ça n'aide pas beaucoup. Là, il faut croire dans les élèves, dans le pouvoir de choix. Et c'est comme ça qu'ils vont développer ce pouvoir. En tout cas, c'est mon opinion. D'autres questions? Est-ce que tu ferais une différence entre l'imitation du résultat pur, c'est-à-dire à travers un enregistrement YouTube, et l'imitation de la personne en chair et en os qui agit devant toi, avec toute l'interaction invisible, inconsciente? C'est déjà un thème qui est traité il y a 2000 ans, dans les anciens traités de Cantilien, si c'est bon que ça. Donc on a très peur qu'on imite aussi les choses mauvaises, et l'éthique, les défauts de certains orateurs. Moi, je n'aurais pas peur. Je pense que ce qui est très important, il ne faut pas avoir peur de l'imitation, c'est développer un esprit critique à l'élève et l'encourager à comprendre pourquoi il fait certains choix. Il y a quelques années, j'enseignais dans ce conservatoire, je formais les futurs professeurs de chant, je l'ai fait pendant 5 ans. Et je me rappelle qu'un jour, on s'est retrouvés, 6 ou 7 étudiants supérieurs, qui étaient en master à l'époque, devant un miroir, en train d'ouvrir la bouche différemment selon leur propre professeur, et ils étaient incapables de dire pourquoi ils avaient choisi cette manière de faire. Je pense que c'est très important de développer l'esprit critique. Une ouverture de bouche correspond à un corps, à une physionomie, à une manière, mais aussi à une envie d'un résultat sonore. Il ne faut pas avoir peur des choix des étudiants. Je crois que c'est très important de les fortifier, surtout à notre époque. Il y a tellement d'informations sur Internet, et c'est formidable. J'aime beaucoup Internet. Je n'ai pas beaucoup parlé sur les gestes et la posture, pourtant j'ai énormément travaillé sur les traités de rhétorique, et c'est très, très important. Pour cette respiration belcantiste, bien sûr, on n'est pas... ça, c'est l'idéal de la planche anatomique du médecin du XIXe siècle. On n'a pas les deux pieds en parallèle avec un corps qui est inerte. C'est une position d'action. Si ça t'intéresse, je vous montre. Donc, on a cette respiration relativement haute, il y en a. Donc, c'est la position des statues. On a le poids sur une jambe. La jambe gauche, par exemple, c'est la première pose. La jambe droite est libre, et c'est le geste qui est utilisé avec la jambe droite. Et après, sur la jambe gauche, la jambe droite, pardon, et la jambe gauche peut aller aussi en arrière. Donc ça correspond, ces deux poses, à des textes. Parce que c'est d'après les textes qu'on choisit la position, les textes qu'on chante. Si on a un texte qui parle, qui communique avec l'extérieur, on aura un mouvement du corps qui va vers l'extérieur, vers celui à qui on adresse la parole. S'il s'agit d'un sentiment, par exemple, de honte, de recueillement, on aura un geste vers l'intérieur du corps. C'est extrêmement intéressant. Et tout ça a une influence dans la respiration. Ce n'est pas donc la position avec le poids, il y a une position du non-mouvement, qui est l'approche théorique. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne voudrais pas non plus développer, parce que c'est déjà la heure. Le prochain. Donc je reste à votre disposition. J'habite ici à Genève. Vous avez facilement mon adresse. Si jamais vous avez envie de creuser sur certains thèmes, cette recherche, je l'ai faite pas pour moi, mais pour vous tous. Donc je la partage avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.